Alors là, nous sommes en ce moment au stand de l'élevage avec un certain nombre de stands d'agriculteurs. Et on voit beaucoup d'agriculteurs qui portent un t-shirt « Je suis éleveur, je meurs ». Donc ils sont dans une situation épouvantable. Le problème, c'est que notre discours est quasiment impossible à tenir. D'une part, vous voyez, il y a derrière moi BFM TV qui a refusé de me donner la parole. Et d'autre part, lorsqu'on parle à certains éleveurs, il y en a qui sont victimes de ce que j'appellerais le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que là, on a parlé avec un éleveur, ça s'est un petit peu d'ailleurs tendu. Il nous a expliqué qu'en fait, tout le problème venait de ce que les Français n'avaient pas voté oui à la Constitution européenne en 2005 et qu'en gros, sans l'Europe, nous serions rien du tout. Voilà. Donc, impossible avec un certain nombre de ces personnes de leur faire comprendre qu'ils sont en train de soutenir ce qui est en train de les tuer. C'est épouvantable, mais c'est comme ça. Donc, notre discours, il faut qu'on fasse passer un certain nombre de messages qui ne sont pas si évidents à faire comprendre face à l'avalanche de propagande dont ils ont été victimes. En revanche, tout à l'heure, l'entretien avec la Fédération de l'industrie du lait a été beaucoup plus intéressant. Là, j'ai rencontré le président, M. Roquefeuille, la Fédération donc, des industries laitières. Là, c'était tout à fait intéressant. Il a écouté la présentation que j'ai faite de notre mouvement avec beaucoup d'intérêt. Et en réalité, il parvenait à des conclusions qui étaient tout à fait comparables aux nôtres, notamment avec la grande inquiétude que suscite l'arrivée prochaine du TAFTA. Mais néanmoins, à la fin des fins, bien sûr, il s'est inscrit dans le cadre d'une Europe qu'il faudrait modifier, qu'il faudrait changer. Pas toujours le même refrain d'une autre Europe, mais on sent bien que comment dirais-je, la confiance n'y est plus et on n'y croit plus beaucoup. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai remis au président justement de cette fédération quelques documents de l'UPR, notamment celui qui explique comment nous sommes en train, en ce moment, la France finance, non seulement donne à peu près 8 à 9 milliards d'euros de plus chaque année à l'Europe qu'elle n'en reçoit, mais également que nous finançons les chèques britanniques, allemands, néerlandais, etc. Il a pris le dossier avec intérêt et comme il voit le Premier ministre très prochainement, je lui ai suggéré d'utiliser un certain nombre des informations qu'il y avait dans ce dossier pour les faire valoir à M. Valls et il se rendra compte que M. Valls n'a aucune réponse à nos analyses. Alors là, nous sommes devant ce genre de panneaux à travers tous les stands de l'élevage. Donc vous savez que ce matin, il y a eu des altercations au sein du Salon de l'Agriculture, avec notamment la dévastation du stand du ministère de l'Agriculture. Donc c'est évidemment regrettable, mais c'est normal. C'est normal compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouve la filière élevage et notamment l'ensemble des filières agricoles de façon plus générale. En revanche, ce qui est assez notable, c'est que le stand qui a été ravagé, c'était le stand du ministère français de l'Agriculture, mais le stand de la Commission européenne, lui, n'a pas été touché. Donc en réalité, derrière toutes ces affaires, il y a aussi des gens qui incitent les agriculteurs à s'en prendre à des lampistes, c'est-à-dire à l'État, à la République française, mais toujours à protéger le donneur d'ordre final qui est la Commission européenne et l'Union européenne. On retombe toujours sur la même situation. Il faut vraiment que le monde agricole se ressaisisse et commence à faire son travail de sortir de ce syndrome de Stockholm qui l'a envahi et comprendre d'où vient le mal qui est en train de le détruire. Alors là, on est sur le stand de la Commission européenne. Malheureusement, il n'a pas été saccagé. C'est quand même un grand oubli des agriculteurs français. Et vous voyez qu'il y a actuellement un concours pour abrutir les visiteurs où on donne des cadeaux. Voilà, merci la Commission européenne. D'ailleurs, tout est écrit en américain, bien entendu. Le tableau est en anglais. Voilà. Alors ce sont des cadeaux à la gloire, bien entendu, de l'Europe. Grâce à l'Europe, eh bien, on a une agriculture durable, une agriculture de qualité, etc. J'en passe et des meilleurs. Vous en avez des graines, vous avez de la paille aussi, mais... Et alors on vous offre aussi, à tous les participants de ce quiz-là, parce que vous êtes sympas et tout, on vous offre un verre de nectar de poire, là, Aurélien, qui est à la buvette.
Donc, comme ça, vous pouvez vous désaltérer. Donc, une hectare de toile, et puis vous n'oubliez pas de nous remettre les petites appels. On en a encore besoin pour le suivant. Voilà, et puis mettez-moi un petit verre, rien de vous servir. Alors toujours sur ce stand, on trouve des documents comme celui-ci, les 10 priorités pour l'Europe, où l'on voit notamment qu'il y a un nouveau départ pour l'Europe, le programme de l'Union européenne pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique. Voilà, l'équité et le changement démocratique, c'est tout un programme. Hein, voilà, donc c'est la priorité de l'Europe, c'est l'emploi, bien entendu, et le changement démocratique. Voilà. Et puis là, les objectifs de l'Union européenne et les politiques mises en œuvre, donc c'est à la gloire de l'Europe. Voilà, en fait, on croirait voir des documents favorables qui chantent les mérites de la construction du socialisme au début de l'ère Gorbatchev. C'est-à-dire que plus personne n'y croit, mais on continue à dépenser l'argent des contribuables français parce que c'est bien avec l'argent des contribuables que tout ceci est financé. Je rappelle que nous versons 9 milliards d'euros de plus à l'Europe que nous n'en recevons. Et ce genre de document est financé par le peuple français. Ça, c'était les grosses arnaques sur les virus, vous savez, que j'ai expliqué dans mes conférences. Ben oui, évidemment que 6% des agriculteurs ont moins de 35 ans, puisqu'ils sont en train de détruire les agriculteurs. Excellent. 96. Donc j'étais plutôt du côté centre droit, enfin UMP, plutôt de la tradition gaulliste. Hein, je mets les choses claires sur moi. Je me suis rendu compte que notre pays, en fait, était lancé dans une stratégie qui allait nous mener dans le mur. Parce que j'ai vu de mes yeux vus que les plus hauts dirigeants français, je parle de ministres, Premier ministre, chef de l'État, appliquent une politique qui s'appelle la construction européenne sans remettre un instant en cause cette question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est l'objectif poursuivi. Donc il y a une espèce de course folle où on ne remet jamais en cause, il n'y a pas un moment où on se fait un bilan et on dit attendez, qu'est-ce qu'on cherche exactement, quel est l'objectif recherché. J'ai constaté de mes yeux vus en cabinet ministériel que les politiques qui sont décidées désormais, les politiques stratégiques sont décidées à Bruxelles pour ce qui concerne la Commission, à Francfort pour ce qui concerne l'euro et notamment le taux de change externe de l'euro qui pèse de tout son poids par exemple pour tout ce qui est exportation ou importation, et puis à Washington pour tout ce qui concerne la politique diplomatique et militaire mondiale. Et la diplomatie et la géopolitique pèsent aussi de tout son poids sur des professions comme la vôtre. L'affaire des sanctions vis-à-vis de la Russie, j'ai vu que Xavier Belin a chiffré ça à 3,5 milliards d'euros de demandes de compensation, c'est énorme. Or, ce choix-là est un choix géopolitique et stratégique qui a été imposé à la France par notre appartenance à l'Union européenne. Quand j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères Hervé de Charette, c'était sous le gouvernement Juppé, on n'avait pas une politique aussi alignée sur celle des États-Unis que c'est devenu désormais. Je rappelle que Jacques Chirac, en 2003, s'est opposé à la guerre en Irak. On avait encore une petite marge de manœuvre. Maintenant, elle a été bouffée et donc maintenant, on applique les politiques décidées par Washington. Donc j'ai créé le 25 mars 2007, après avoir pris mes distances de tout cet univers, j'ai créé un mouvement politique qui s'appelle l'Union populaire républicaine, qui appelle tous les Français à se rassembler de droite comme de gauche, parce qu'il y a urgence en la matière, parce que notre pays est en train d'être bouffé, d'être détruit. Aussi bien l'agriculture, l'industrie, le patrimoine, l'émir du Qatar, etc. L'Arabie Saoudite rachète par appartement la France entière. Et tout ça, l'avantage que j'ai, c'est que je connais le dessous des cartes. Et j'ai expliqué sous quel empire on était avec les traités, les articles des traités européens. Par exemple, on ne peut pas lutter contre les délocalisations industrielles si on ne remet pas en cause l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux.
On ne peut pas lutter contre la mainmise de l'OTAN si on ne remet pas en cause l'article 42 du traité de l'Union européenne. On ne peut pas parler des questions agricoles si on ne remet pas en cause les articles 38 et 39 du TFUE. Donc j'ai appelé, à ce moment-là, j'ai créé un mouvement, alors on était 30, pour créer un mouvement pour appeler les Français à sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et pas par volonté de se refermer sur le monde, mais au contraire pour que la France retrouve son rayonnement habituel, son rayonnement traditionnel. Et en particulier, j'ai également souligné à quel point il y a d'autres mouvements politiques en France que l'on appelle souverainistes, le Front National, le DLF, peut-être Chevènement, qui sont champions pour critiquer l'Europe, mais qui s'arrêtent toujours au bord du Rubicon, c'est-à-dire on va réformer l'Europe, on veut une autre Europe. Or j'ai montré dans des conférences qui ont du succès que c'est mathématiquement, en termes probabilistes, impossible. Dans un jeu à 28 États, puisque les traités se réforment à l'unanimité, la probabilité de réformer, de changer de fond en comble les traités est égale à 0, enfin epsilon. Une chance sur quelques trillions d'années, si vous voulez, pour avoir une Europe à la Mélenchon ou une Europe à la FN. J'ai créé ce mouvement politique. Les débuts ont été très difficiles parce qu'on m'a pris pour un zinzin. Je suis haut fonctionnaire à Bercy, je suis toujours, je suis inspecteur général des finances, je suis vice-major de l'ENA. À l'époque, mes collègues, mes congénères, j'étais traité comme un pestiféré. Et puis progressivement, malheureusement, les événements ne cessent de me donner raison. Et la situation, je suis désolé de vous le dire, vous le savez, elle ne fait que s'aggraver dans tous les domaines. Alors, ce mouvement politique, les débuts ont été difficiles, et puis l'arrivée de la crise en Grèce avec l'euro, de la crise à Chypre, l'arrivée des guerres nombreuses, parce qu'on nous dit l'Europe c'est la paix, mais en fait aujourd'hui, la France n'a jamais été en guerre avec autant de pays, il faut le savoir. D'ailleurs, des guerres qui n'ont pas été votées par le Parlement, ce qui est contraire à la Constitution. On se retrouve donc avec des armées en Afghanistan, enfin c'est des conseillers maintenant, en Libye, en Syrie, on soutient le gouvernement d'extrême droite néo-nazi en Ukraine, etc., etc. Donc progressivement, tous ces événements ont fait, plus le lancement de notre site internet et de notre page Facebook, ont fait qu'on a commencé à se développer de façon significative. On s'est présenté aux Européennes donc le 29 mai 2014, donc l'année dernière, enfin il y a 2 ans plus exactement. Et on a fait 0,41% des suffrages au niveau national, ce qui n'est pas beaucoup. Mais qui connaissait notre mouvement? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup par rapport dans l'absolu, mais par rapport aux gens qui connaissent l'UPR, c'est beaucoup. Il y avait peut-être 1% des gens qui connaissaient l'UPR. Et on s'est présenté de nouveau aux élections régionales, donc le 6 décembre dernier. Cette fois-ci, on a fait presque 1% des voix, ce qui n'est toujours pas beaucoup, mais ce qui n'est plus tout à fait négligeable, puisqu'on a multiplié nos voix par 2,5. Et au régional, où on s'est présenté dans toutes les régions de France, on a obtenu 190 000 suffrages. Avec d'ailleurs un score qui n'est pas négligeable dans des zones rurales, comme je pense à l'Orne, je pense au Pays de la Loire, je pense à Centre-Val de Loire. Par exemple, on a fait 2,7% des voix à Angers, dans la banlieue d'Angers. On a fait 2,5% à Nevers et autour de la Nièvre. Donc, grâce à Internet uniquement, puisque malheureusement... je suis blacklisté des médias de grande diffusion. Alors, je passe maintenant dans des petites télévisions radio. Chez TV Agri, ça fait 4 ou 5 fois chaque année je viens ici. Mais dans les très grands médias du style TF1, du style France Inter, France Info, etc., eh bien, nous ne passons pas. C'est pas faute d'avoir demandé. On est intervenu auprès du CSA, on est intervenu auprès de ci, auprès de ça. On ne passe jamais. Alors pourquoi on ne passe jamais? En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles ce que je vous propose comme... Puis après, je vais vous laisser parler, je vais vous poser des questions si vous me le permettez, mais je pense qu'en préambule, c'était nécessaire que je vous dise tout ça. On ne passe pas parce qu'on applique la devise que conseillait Charles de Gaulle, c'est qu'on va au fond des choses. Nous sommes les seuls à expliquer d'où vient la construction européenne. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qui en a eu l'idée? Nous sommes les seuls à expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec 28 États, pour qu'il y ait 28 États qui tombent d'accord avec 28 intérêts nationaux divergents et contradictoires, c'est impossible. Donc en fait, les traités européens ne sont pas modifiables. Ce qui vient de se passer au Royaume-Uni est très intéressant. M. Cameron a dit qu'il avait obtenu un accord. D'abord, l'accord qu'il a obtenu, c'est 3 fois rien. C'est pas grand-chose. Je rappelle d'ailleurs que le Royaume-Uni n'est ni dans l'euro, ni dans Schengen. Ça ne leur suffit pas. Ils ont obtenu des dérogations, paraît-il, sur les prestations sociales votées aux migrants. Mais en réalité, c'est un accord entre chefs d'État et de gouvernement qui ne modifie pas les traités. De telle sorte que
ça n'a aucune valeur juridique. Dans 1 an ou dans 2 ans, n'importe quel migrant au Royaume-Uni, par exemple, pourra porter un litige devant un tribunal britannique, il sera obligé de se tourner vers la Cour de justice de l'Union européenne qui dira « ça n'est pas dans les traités, ils seront condamnés ». En d'autres termes, la seule façon de modifier durablement les traités, c'est évidemment de modifier les traités pour modifier le cours de l'Europe. Et ça n'est pas possible. L'Europe, si elle est comme elle est, c'est pas par inadvertance. C'est pas parce qu'on on aurait dû faire autrement. C'est parce que c'est le fruit de compromis pendant des décennies entières, avec un choc frontal entre des intérêts divergents. Vous en êtes les premières victimes. Il est bien évident que jamais les pays de l'Est, qui bénéficient d'un avantage comparatif extraordinaire en matière sociale et environnementale face aux agriculteurs français, n'accepteront d'avoir une harmonisation vers le haut des charges sociales. Actuellement, l'Union européenne, qui en fait est le règne des lobbies, on est en train de forcer les Français à accepter le TAFTA. C'est la mort de l'agriculture française, le TAFTA. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Le TAFTA, on met en France, on met les agriculteurs français, les exploitations françaises en choc frontal, sans aucune protection, avec un pays, les États-Unis, où en gros il y a à peu près 10 fois moins de salariés par exploitation en moyenne, et il y a 13 fois moins d'exploitation. Parce que c'est les grandes plaines du Middle West. Ils n'ont pas les terroirs à la française, ils ont des espèces de gigantesques exploitations. Donc ce que l'on force en fait la France à devenir, c'est une espèce d'Oklahoma ou de Minnesota, mais ça, c'est totalement contraire à notre identité nationale, c'est contraire à tout ce qu'est la France. Il faudrait à la limite qu'il n'y ait plus qu'un seul ou deux fromages, comme aux Pays-Bas. Il faudrait plus qu'il y ait plus de terroir, que ce soit de trucs complètement industrialisés. C'est en fait la mort de l'agriculture française. Moi, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je peux vous assurer que dans les allées du pouvoir, tout le monde sait que les agriculteurs, sauf une toute petite hyperclasse de très grands agriculteurs, des gens dans les grands céréaliers de la Beauce, si vous voyez ce que je veux dire, donc de l'agro-industrie, eux, ils continueront à vivre et ils rouleront en Mercedes, mais l'agriculture traditionnelle française, elle va mourir. C'est pareil pour la pêche. Et regardez ce qui se passe dans l'industrie. C'est un pays entier qui est en train de s'effondrer quand même. C'est ça qui est grave. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, et la raison pour laquelle nous proposons de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors évidemment, vous avez tout de suite 1000 objections qui viennent à l'esprit, bien entendu. On peut y répondre, mais je sais pas, moi je suis là, je peux passer la journée avec vous si vous voulez, on peut y répondre. Mais le problème en France, c'est que ce débat même n'a pas lieu. On n'a même pas le droit d'en débattre. La seule chose qui soit autorisée, c'est de dire on va faire une autre Europe. Et pendant qu'on projette de faire une autre Europe, ça fait quand même maintenant 50 ans qu'on dit qu'on va faire une autre Europe. Même du temps de De Gaulle, on voulait déjà faire une autre Europe. À l'époque, c'était l'Europe des 6. En réalité, pendant qu'on propose aux gens de faire une autre Europe, la situation est ce qu'elle est. Voilà. Elle ne fait que se dégrader. Il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Parce que pendant qu'on rêve à une autre Europe, les agriculteurs sont en train de disparaître. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc moi, je suis là pour venir vous poser un peu des questions. Vous êtes les représentants des jeunes agriculteurs. Pour moi, c'est un crève-cœur, cette histoire. Moi, je suis d'ascendance, mes arrière-grands-parents étaient des pauvres paysans sans terre. Moi, je suis le fruit de l'école de la République. Moi, j'ai fait les grandes écoles parce que progressivement, c'est l'ascenseur républicain qui a été détruit lui aussi. Tout à l'heure, on est passé au stand de la Commission européenne. Je voyais qu'il disait dans l'Union européenne, il n'y a plus que 6% d'agriculteurs qui ont moins de 35 ans. Ben oui, c'est que malheureusement, c'est une profession qui est en train de s'éteindre au profit de quelques grands latifondiaires qui auront ce truc-là. Voilà. Donc nous, on est là pour vous apporter des analyses. On n'a rien à voir avec le FN. Le FN, d'ailleurs, qui pas plus que de M. Dupont-Aignan, ne propose d'ailleurs de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Mme Le Pen l'a encore confirmé sur TF1 le 8 février dernier. Elle a dit non, moi, il n'y a absolument pas question de sortir de l'euro, je veux renégocier. Mais renégocier, Jospin avait fait le coup en 1997, il voulait renégocier les critères de Maastricht, rappelez-vous. Hollande voulait renégocier le TSCG en 2012. Cameron, Tsipras en Grèce voulait renégocier le truc. Maintenant c'est Cameron. Mais en fait, ce sont des leurres, ce sont des écrans de fumée. On ne peut rien renégocier du tout, puisqu'encore une fois, il faudrait obtenir que plein d'autres pays acceptent de s'aborder leurs intérêts nationaux pour nous plaire à nous, ce qui n'arrivera pas. Voilà. Le dernier point, avant de terminer ce propos introductif, c'est
Un argument souvent que l'on nous donne, c'est de dire que oui, mais heureusement que l'Europe est là pour nous subventionner. Donc ça, c'est quelque chose contre quoi on part en guerre, puisque comme vous le savez sans doute, à votre niveau je pense, mais malheureusement beaucoup d'agriculteurs ne sont dupes, la France elle est contributrice nette à l'Union européenne et de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait on paye pour se faire arnaquer. Maintenant, on donne chaque année à peu près 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que nous en recevons. C'est énorme. De telle sorte que si nous sortons de l'Union européenne, toutes les aides données aux agriculteurs, elles n'auront plus le label, le drapeau bleu aux étoiles d'or, elles auront le drapeau bleu, blanc, rouge, puisque c'est les Français qui payent, et on aura 9 milliards d'euros en plus à dépenser, soit pour se désendetter, soit pour mener par exemple des politiques du logement, soit justement pour aider aux jeunes l'installation. Nous, on a tout un programme en matière d'agriculture. Je ne vais pas vous parler de notre programme. Je vous ai apporté d'ailleurs un petit dossier, là, enfin c'est 3 pages, hein, c'est assez bref, que je vais vous laisser. C'est le genre d'analyse que vous trouverez sur notre site. Nous expliquons que non seulement on donne chaque année 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que nous en distribuons. Vous aurez toutes les références à la fin. Mais il faut savoir en plus, on paye les chèques britanniques, le chèque hollandais, le chèque allemand. Hein. Et je vous rappellerai en dernière analyse que M. Juncker, le président de la Commission européenne début 2014, a décidé comme ça qu'on allait donner 1,8 milliard d'euros de plus à l'Ukraine que prévu. Or la France, elle paye un 6e. Ça veut dire que la France a décidé de donner 300 millions d'euros. C'est nous qui payons de 300 millions d'euros de plus que prévu à l'Ukraine pour soutenir un gouvernement qui est le fruit d'une révolution orchestrée par les États-Unis. Et on soutient un gouvernement qui a des alliances avec des néo-nazis. Au passage, on entre en choc frontal avec la Russie, avec les effets que vous avez vus sur les mesures de rétorsion russe. Si la France était la France, c'est-à-dire si elle était dirigée conformément à ses intérêts nationaux, nous ne serions jamais entrés en conflit avec la Russie. Regardez ce que faisait De Gaulle, c'est De Gaulle qui avait lancé la politique de détente. Nous n'avons aucun intérêt à entrer en conflit avec la Russie, bien au contraire. Voilà ce que je voulais vous dire, messieurs, en vous remerciant de m'écouter. Je vois que si ce dossier vous intéresse, je vais vous donner deux, trois tracts pour nous. Ça, c'était des tracts que l'on avait fait au moment des régionales. Puis je vais vous donner un autre échantillon peut-être de ça pour que vous puissiez... Alors vous trouverez toutes ces analyses. Je suis désolé de faire un petit peu la retape, mais comme je ne peux pas compter sur les grands médias, vous verrez que ce que nous disons, ce sont des choses... On ne joue pas sur le cerveau reptilien, on s'adresse à l'intelligence des Français. On s'adresse aux Français comme si c'était des gens adultes et les amener à réfléchir. Voilà. Et je sais d'ailleurs que dans le monde de l'agriculture, moi je crois beaucoup au monde agricole, d'abord parce que j'en suis issu, et en plus de ça, ce sont quand même des gens qui ont beaucoup les pieds sur terre et qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, à mon avis, dans le pays de Gaulle et de Clémenceau. Merci. Merci à vous pour votre présentation. Alors effectivement, c'est très complet sur le sujet européen. Moi, pour vous expliquer le travail que fait Jeunes Agriculteurs, on est d'abord là pour défendre les intérêts des jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture. Donc, on les accompagne, on défend leurs intérêts pour que tous les porteurs de projets aient le meilleur accompagnement possible, parce que c'est au-delà du sujet européen, c'est, il me semble, le premier défi qui attend notre agriculture, c'est réussir à renouveler les générations, parce que dans les 10 ans qui viennent, juste pour vous citer un chiffre, il y a 50% des éleveurs qui vont partir à la retraite, donc ça justifie quand même une implication forte pour réussir ces difficultés, ce défi-là. Alors effectivement, aujourd'hui, on est face à de nombreuses difficultés. La crise agricole est là depuis plusieurs mois et ça nous a beaucoup mobilisés pour justement dénoncer ces difficultés. Effectivement, il y a un sujet européen, mais j'y reviendrai, mais il y a aussi déjà beaucoup de choses qu'on peut faire sur nos territoires, nos politiques territoriales. J'ai vu que vous étiez candidat aux élections régionales. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire aussi au niveau de nos collectivités pour, quelque part, qu'on ait une meilleure organisation de nos filières. Nous, on est vraiment focalisé sur les enjeux de structuration de nos filières pour que demain, on arrive à créer un prix rémunérateur, parce que c'est bien ça aujourd'hui l'enjeu. Il faut bien sûr accompagner les agriculteurs les plus en difficulté. Voilà, il y a des enveloppes qui ont été débloquées. Mais chez les agriculteurs, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de se redonner des perspectives. Et les perspectives, c'est parce qu'on aura des prix rémunérateurs. Et on aura des prix rémunérateurs parce qu'on se sera doté aujourd'hui d'outils pour se créer les conditions de ces prix rémunérateurs. Alors ces outils-là, c'est en tout premier lieu la contractualisation. Permettre à l'ensemble des maillons de la chaîne économique de définir un volume,
un prix ou des indicateurs de prix, et on pense qu'en tout premier lieu, il faut prendre en compte les coûts de production sur nos fermes et à partir de là, construire les prix jusqu'au consommateur, sortir de cette logique de guerre des prix aussi, qui est néfaste pour l'ensemble de notre économie entre les différentes enseignes, et parler plus de prix justes. Mais face à ces négociations commerciales, et d'ailleurs c'est bien le propos parce qu'on est on y est en plein en ce moment, c'est aussi notre capacité à nous, au niveau des agriculteurs, à mieux s'organiser, à mieux se fédérer, à massifier quelque part l'offre pour peser un petit peu plus dans ces négociations et puis avoir un petit peu plus notre capacité à faire valoir les intérêts de la profession et donc faire valoir notre possibilité à récupérer de la valeur ajoutée sur nos exploitations. Et puis le sujet de la valeur ajoutée en tant que tel, il est important pour d'une part reconquérir le marché intérieur. Il faut savoir que dans les cantines scolaires ou de toute nature, je prends un exemple, la viande bovine, c'est près de 70% qui n'est pas d'origine française. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le code des marchés publics, il est focalisé sur l'enjeu du prix. Et au niveau des productions agricoles françaises, on n'est pas compétitif par rapport à nos voisins hollandais, allemands, irlandais, notamment sur la viande bovine. Mais les exemples se multiplient sur les autres catégories. Et puis, la valeur ajoutée, on pourra aussi, à mon avis, la récupérer sur aller chercher de nouveaux marchés, parce que je pense qu'en France, même si sur les enjeux de compétitivité on a des difficultés face à nos voisins, on a quand même, à mon avis, la possibilité, par de la différenciation, par la qualité, enfin on a quand même des arguments à faire valoir. Il faut quand même pas non plus s'enfermer dans la sinistrose, c'est-à-dire que tout va mal. En France, on a quand même la possibilité de produire, on a un contexte pédoclimatique favorable à ça, on a des agriculteurs formés et compétents, et c'est aussi un de nos credos de continuer à ce qu'ils soient de plus en plus compétents et de plus en plus formés. Donc on a aussi du potentiel de développement pour encore demain développer ce qui se fait en agriculture française. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la crise est là, le fait européen n'est pas au rendez-vous, et c'est un constat qu'on fait aussi, qu'on a un manque de réponse européenne face à la crise qu'on traverse. Et effectivement, la dérégulation qu'on a pu que constater ces dernières années, on en paye aujourd'hui les pots cassés par rapport au cours des productions et à la distorsion de concurrence et à la concurrence que nous font nos pays voisins. Donc au niveau européen, nous les jeunes agriculteurs, on est organisé avec une structure qui regroupe une trentaine d'organisations jeunes qui effectivement réfléchit aussi à comment influencer et développer de nouvelles politiques agricoles qui prennent aussi en compte le premier enjeu que je vous ai dit, c'est aussi le renouvellement de génération, parce que le chiffre, vous l'avez cité, moins de 7% d'agriculteurs qui ont moins de 35 ans au niveau européen, ça marque quand même le gap à passer pour demain continuer à avoir des campagnes attractives et surtout productrices, parce que, je veux dire, le procès de l'Europe, je l'entends bien et je comprends bien votre position, et c'est vrai que certainement, et on fait ce constat-là aussi, les institutions européennes n'ont pas su évoluer, n'ont pas su se remettre en cause, et aujourd'hui on est dans de graves difficultés de fonctionnement. Mais néanmoins, il y a quand même eu des avancées grâce aux enjeux européens, l'indépendance alimentaire, le fait que nos parents ont pu compter sur des politiques de soutien européennes fortes pour pouvoir se développer, pour pouvoir justement se moderniser. Et puis voilà, puis moi je vous parle aussi d'un territoire, moi je viens d'Alsace, qui connaît aussi ce que vous dites qu'on est de plus en plus en guerre, oui, mais pas en France, quoi. Et je crois que c'est aussi une des forces que nous a amené l'organisation européenne, d'amener aussi cette visibilité-là et cette sécurité-là. Alors vous avez certainement des arguments par rapport à tous ces enjeux-là. Néanmoins, aujourd'hui, vous savez, les discussions qu'on peut avoir au niveau européen, elles restent importantes pour nous quand même, parce que le contexte français est une chose, mais on est quand même dans une économie de plus en plus mondialisée. On peut le regretter, et nous les premiers on le regrette, mais c'est quand même aujourd'hui ce que doivent subir les agriculteurs sur les exploitations, cette mondialisation des cours. Et demain, il faut quand même qu'on arrive à se doter d'outils pour gérer ça, gérer le risque économique, gérer les risques de toute nature, réguler notre marché. Et la réponse européenne aujourd'hui, effectivement, elle peine à être au rendez-vous par rapport aux enjeux qui sont sur nos exploitations. Mais on compte quand même encore sur cette réponse-là pour nous redonner des perspectives et quelque part aussi gérer les volumes et permettre à avoir des réponses face à la crise.
Monsieur le Président, je comprends vos arguments qui ne sont pas sans valeur, hein. Je comprends bien qu'à votre place, vous ne pouvez pas, quand vous rencontrez le Premier ministre, vous ne pouvez pas faire en sorte comme si l'Europe n'existait pas. Ça, je comprends bien. Mais ça ne vous interdit pas quand même d'avoir une réflexion qui va au-delà sur ce que vous pouvez souhaiter. En tout cas, nous, on est là pour vous apporter. Vous dites l'Europe, elle n'a pas su s'adapter. Mais si. Sauf que l'Europe, ça n'est pas la France. Je trouve qu'il y a quand même toujours une espèce de difficulté mentale des Français à concevoir. Ils disent que l'Europe ne marche pas, en fait, parce qu'elle ne correspond pas aux intérêts de la France. Mais elle répond très bien aux intérêts d'autres pays qui sont majoritaires. Le problème, il est là, c'est que les décisions prises par la Commission sont la convergence de forces qui s'appliquent. Au passage, les dirigeants français, j'en apporte la preuve dans ce dossier, par exemple, c'est un dossier parmi 50 autres. Les dirigeants français sont extrêmement peu vigilants pour défendre nos intérêts nationaux. Si vous comparez aux Allemands, aux Scandinaves, aux Finlandais, aux Britanniques, nous, on est les pays du Sud, sont en général les pays de dogme, et donc ils traitent par-dessus la jambe. Ils engagent des centaines de millions, parfois des milliards d'euros, à la légère, j'allais dire, sur cette question. Mais il n'en demeure pas moins que quand vous sentez tout 70% de viande d'importation Union européenne dans les cantines, concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre ? Déjà, il faut un engagement de nos collectivités parce que ça commence là aussi. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de que se focaliser sur le prix pour pouvoir amener de la production française. Il y a d'autres critères qu'on peut mettre en avant pour justement favoriser l'approvisionnement local ou même plutôt français dans nos cantines. Donc ça demande déjà un engagement à ce niveau-là et une responsabilité. Parce que, je veux dire, on peut raisonner en chiffres, mais après, l'agriculture, c'est pas un domaine économique comme un autre, quoi. C'est de l'aménagement du territoire, c'est du lien social. Mais ne prêchez pas un convaincu, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous savez bien que, par exemple, tout à l'heure, j'étais à TV Agri, tout le monde avait le badge « Je consomme français ». Mais c'est interdit par les réglementations européennes de dire ça. On n'a pas le droit. Vous parliez de l'agriculture. Moi, je sais, par exemple, à Bercy, où je travaille au ministère des Finances, le parc de voitures maintenant, auparavant, c'était des Peugeot, des Citroën ou des Renault qui étaient des voitures fabriquées en France. D'ailleurs, elles le sont de moins en moins. Maintenant, ce sont des Ford. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a d'ailleurs certaines Ford qui sont fabriquées en France, mais parce qu'il y a eu les mêmes contraintes. C'est-à-dire que ces contraintes de marché unique, elles sont là. Et donc, on a beau tourner le problème dans tous les sens. Le problème de fond, c'est que si on continue comme ça, il n'y a pas d'autre solution que la disparition de la plus grande partie des exploitations, l'extension de voir des exploitations de plus en plus grandes et puis l'appauvrissement des agriculteurs. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, pourquoi ils ont des coûts moins... D'abord parce qu'ils ont eu les réformes, vous savez, qu'il y a eu sous Gerhard Schröder, là, les différentes réformes qui ont fait que désormais les gens sont payés des clopinettes en Allemagne, plus le recours à des populations saisonnières venues d'Europe de l'Est. Il n'y a pas de SMIC dans le monde agricole en Allemagne. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'autre solution que de l'appauvrissement, la paupérisation du monde agricole français. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Vous dites l'objectif de la mondialisation. Vous savez, j'ai vécu au Japon, je parle le japonais, je me suis beaucoup occupé du commerce extérieur. On fait croire aux Français que la mondialisation s'appliquerait à tout le monde et qu'on serait, nous, des grogneux parce qu'on ne voudrait pas faire ce que font les autres. Mais ça, c'est une présentation qui est une présentation tendancieuse, pour ne pas dire mensongère. Par exemple, lorsque un Chinois ou l'émir du Qatar veut racheter en France des trucs, l'émir du Qatar, il a racheté le Paris Saint-Germain, il a racheté des hôtels, l'hôtel, comment dirais-je, le Martinez à Cannes, le Georges V, etc. Il rachète la France par appartement. Mais où les Chinois vont racheter ou vont intervenir dans la gestion de l'aéroport de Toulouse ou de Nice ou je ne sais pas quoi. Bon. Mais si c'était l'inverse, si vous gagnez au loto et que vous voulez, vous, faire des investissements au Qatar, acheter un terrain, vous n'avez pas le droit. Et c'est comme ça dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que la mondialisation a été une ouverture asymétrique. Ça, c'est très, très important à comprendre. C'est-à-dire que les agriculteurs français, on les place dans une position, je suis désolé, qui ne se retrouve nulle part ailleurs au monde. Il y a une organisation de marché aux États-Unis, il y a une organisation de marché au Brésil, il y a une organisation de marché au Canada. Et d'ailleurs, ce n'est pas une aide à l'hectare, parce que la débilité de la PAC, c'est que c'est une aide à l'hectare, alors qu'il faudrait une aide au prix. Mais justement, les autres pays avec lesquels on nous a ligotés de façon artificielle ne sont pas d'accord avec cette aide au prix. Ils veulent justement rester au système antérieur qui, eux, les favorise. C'est ça la difficulté. Donc, écoutez, je viens depuis 4 ans maintenant, ou 5 ans ici.
À chaque fois, j'entends le même discours de vos prédécesseurs ou de la FNSEA, de M. Xavier Belin l'année dernière, et on me dit toujours non, ce qu'il faudrait, c'est. Mais pendant ce temps-là, tous les ans, il y a des milliers d'agriculteurs qui disparaissent. Donc il y a urgence en la matière. En tout cas, c'est notre point de vue. Mais Voilà. enfin, pour dire les choses franchement, demain on sort de l'Europe, voilà, on n'est plus en Europe. Qu'est-ce qui empêchera les usines allemandes, les coopératives allemandes laitières d'exporter en France et justement encore faire de la concurrence sur D'abord, si on sort sur de nos l'Union productions, européenne, sur nos productions agricoles, parce que c'est bien ça aujourd'hui dans lequel nous on est en difficulté. C'est le prix de nos productions. Alors on peut tout reprocher à l'Europe peut-être, mais si demain l'Europe est plus là, quel sera le bénéfice pour les agriculteurs français? Mais si on sort de l'Union européenne, déjà, ils auront les mêmes prestations, les mêmes subventions, sauf qu'avoir le drapeau bleu de la Sainte Vierge, la bleue aux étoiles d'or, ils auront le drapeau bleu, blanc, rouge. Bon. Donc déjà, qu'ils ne soient pas inquiets là-dessus. Ils pourront même en avoir peut-être un peu plus, si on a 9 milliards à récupérer. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle dans le droit international la succession des États. Le jour où on sort de l'Union européenne, le soleil ne va pas s'arrêter de tourner. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a des parties entières de la République qui ne sont pas dans l'Union européenne. Hein. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, il y a 400 000 de nos compatriotes qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui n'ont même pas l'euro, c'est le franc Pacifique. Ils se portent mieux que nous d'ailleurs. Lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, les réglementations continueront d'exister, telles qu'elles sont actuellement. Sauf que la différence maintenant, c'est qu'on pourra, en tant que de besoin, les modifier. Ça ne dépendra plus que de la France. Et on verra, en fonction de nos intérêts bilatéraux, si on a intérêt à les maintenir ou pas. Vous savez bien que le risque, il est là. Parce qu'aujourd'hui, en agriculture notamment, on a un droit européen et seulement la France rajoute encore un droit supplémentaire. Mais parce que, alors par ailleurs, vous avez raison, parce que par ailleurs, on a des dirigeants qui vous placent dans une situation... Pourquoi je fais ça, moi d'ailleurs hein? J'aurais pu, avec mes diplômes, hein, je pourrais être président d'une grande banque, je gagnerais des centaines de milliers d'euros par mois. Pourquoi je fais ça? Parce que je pense à excusez-moi de le dire, mais je pense à mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, je pense aux 40 générations qu'ont fait la France. On est en train de tuer l'identité de la France. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis que c'est une solution qui est raisonnable et le débat doit de toute façon, le débat va arriver. Il se pose maintenant en République tchèque, il se pose au Royaume-Uni, nous n'avons pas les mêmes intérêts. Il ne s'agit pas du tout de se refermer sur nous-mêmes. D'ailleurs, si vous parlez à des céréaliers, ils exportent vers qui? Ils exportent vers les pays du Maghreb. Les pays du Maghreb, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Moi, j'ai vécu au Japon. Vous avez énormément de produits agroalimentaires et de plus en plus qui sont vendus au Japon, ou maintenant du cognac. Enfin, un des premiers marchés du cognac maintenant, c'est la Chine et le Japon et Hong Kong. Donc ça ne va pas. Pourquoi ça changerait? Et pourquoi voulez-vous que du jour au lendemain, on se coupe du reste du monde? On défendra, c'est d'ailleurs ce que veulent les Français, on défendra nos intérêts. D'ailleurs, chasser le naturel, il revient au galop. On veut combattre les prétendus intérêts nationaux, les prétendus organismes nationaux. Mais le petit badge que l'on a, qui dit « j'achète français », ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous jouez sur la solidarité nationale. C'est-à-dire que vous dites en fait aux consommateurs français « soyez sympas, payez un peu plus cher, mais prenez un produit de qualité fabriqué en France ». C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça. Ce que ça veut dire, très concrètement. Et ça, qu'on soit dans l'Europe ou qu'on ne soit pas. Si demain, on n'est plus dans l'Europe, c'était la question que vous posez Thomas, à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est qu'est-ce qui fera que les Français achèteront du français? C'est bien parce qu'à un moment donné, non pas, comme me raconte pas d'histoire, à un moment donné, la France ne fermera pas ses frontières en disant c'est d'abord le français et le reste après. Peut-être dans des collectivités, mais c'est pas ça qui fera le plus. Ça sera bien parce qu'à un moment donné, pour les consommateurs français et même d'autres, il y aura une reconnaissance autre que le standard mondial ou le standard européen. Sur de la qualité environnementale, sanitaire, organoleptique et sur aussi ce que contribue à mener l'agriculture française au territoire français. Et ça, on peut le faire très bien à l'heure actuelle, qu'on soit dans l'Europe ou qu'on n'y soit pas. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Je vous ai écouté pendant déjà un petit peu de temps. Ce que l'on dit, nous, c'est que par exemple, ce que disait Thomas, sur les appels d'offres de marché public, à l'heure actuelle, on ne regarde que le critère de prix. Si demain, la collectivité territoriale, l'État, amène un critère environnemental, un critère de bien-être animal, un critère organoleptique, eh bien là, c'est totalement autorisé par l'Europe, par la France, par l'OMC, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, il ne le fait pas, parce qu'il ne regarde uniquement que la question du prix. Et nous, on est là pour dire aussi, au bout d'un moment, stop, il ne faut pas que des prix bas.
il faut aussi un produit de qualité parce que c'est aussi ce qu'a besoin le consommateur. Et ça permet de rémunérer un agriculteur et ça permet de laisser de la valeur ajoutée sur les territoires. Et ça, c'est une décision de la part de politique. C'est une décision d'un consommateur. C'est ça qu'on veut amener dans le « je consomme français et je soutiens les agriculteurs ». C'est uniquement cela qu'on est en train de faire. J'ai bien compris. D'ailleurs, vous avez raison. Ah, je vous remercie. Non, mais vous vous inscrivez dans un contexte extrêmement contraint. Donc vous avez raison de le faire. Sauf qu'avec ce système-là, je ne suis pas du tout certain que vous arriverez à reconquérir le marché national et à empêcher la disparition du nombre. Vous allez peut-être le freiner, mais vous n'y arriverez pas. D'ailleurs, j'aimerais vérifier quand même si toutes ces dispositions sont quand même compatibles avec le droit européen. Il faudrait les examiner à la loupe les unes après les autres. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a des gouvernements qui veulent une chose et son contraire. Vous avez le ministère, on vous place dans une situation où vous êtes en choc frontal. Regardez avec le TAFTA, par exemple, on n'en a pas parlé, mais c'est dramatique cette affaire de TAFTA, puisque vous savez que si on abaisse les droits de douane de part et d'autre, les Américains vont avoir d'un seul coup un avantage comparatif de 6% à peu près, puisque le tarif extérieur commun est 13% en moyenne sur les produits agricoles, contre 7% sur les États-Unis. Mais en plus de ça, vous serez obligé d'accepter les normes environnementales, etc. des États-Unis. Et ça, c'est bien l'Union européenne qui est en train de le fourguer contre la volonté des peuples. Donc ce que nous disons, c'est qu'au même moment, vous avez les gouvernements et l'opinion publique qui réclament plus de protection environnementale, des produits de meilleure qualité, une orientation vers les produits bio, etc. Et, le même gouvernement vous place dans la situation de faire face à une agriculture hyper industrialisée, donc forcément d'une agriculture industrielle avec l'utilisation de pesticides et autres, et le même gouvernement vous dit c'est pas bien de faire des pesticides. Je crois que M. Hérault avait fixé un objectif de diminution de 50% de l'utilisation des pesticides à horizon de je ne sais plus quelle année. Moi je ne sais pas comment vous faites. D'ailleurs c'est pour ça que. Et ça c'est une réglementation franco-française. Oui, c'est une réglementation. Et moi, qu'on sorte de l'Europe ou pas, on n'est pas sûr de plus avoir cette réglementation-là. Non, mais c'est vrai. D'accord. Hein. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une opposition. Vous avez une avalanche de réglementation européenne et de réglementation française. On dit ce que l'on souhaite. On ne dit pas ce que souhaite le gouvernement, ou on ne dit pas ce que souhaite l'Europe. On est en train de vous dire, ça c'est ce que nous, on souhaite. J'ai bien compris. Et voilà. Et nous, on s'inscrit totalement dans le fait que, oui, on est parfaitement d'accord qu'il faut plus d'environnement, il faut plus de qualité dans la production agricole. Et c'est le travail que mènent les agriculteurs. J'ai bien compris. Le travail qu'on veut faire, toujours avec une logique économique. Et à l'heure actuelle, on a du mal, certes, à le faire comprendre à l'Union européenne, mais on a des fois, tout autant, si ce n'est plus de mal, à le faire comprendre aussi à la France. C'est pour ça que la logique pour nous de dire, sans l'Europe, ça ira mieux, ce n'est pas une sincère vérité pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça dépendra de ce que la France va faire après. Hein. Voilà, vous avez raison. Ça, vous n'en avez pas parlé. Vous avez raison. Bien entendu, ça dépendra de la suite des politiques. Mais les politiques seront décidées par le peuple français. Il y a une contradiction entre les nourritures, comme vous le dites, les terroirs, une alimentation de plus en plus saine, etc., et l'ouverture aux 4 vents du marché mondial avec un tarif extérieur égal 0 vis-à-vis notamment des productions nord-américaines. Ça, vous ne me ferez pas penser que l'on peut concilier les deux. Il y aura peut-être des stratégies de niche. Hein. J'entends bien qu'on peut dire, c'est vrai qu'il y a des agriculteurs, moi je sais dans ma campagne là, du côté de Sancerre et autres, il y a des viticulteurs qui marchent bien, c'est vrai. Mais ce sont des stratégies de niche. Les AOP, tout ça. Mais d'ailleurs, les AOP pourront très bien continuer après être sortis de l'Union européenne. Mais le gros des troupes va continuer à disparaître, à mon avis. Et c'est à mon avis le problème qui se pose à vous. Et puis, regardez ce qui se passe. Vous n'avez pas, je pense, répondu. Pourquoi voudrait-il absolument lier notre avenir, par exemple, avec les pays de l'Europe et pas avec les pays du Maghreb? Puisque c'est de plus en plus, par exemple, pour les céréales, le marché d'aujourd'hui et de demain, c'est l'Afrique et c'est le pays du Maghreb. Pourquoi pas, mais on est parfaitement d'accord là-dessus. Mais ça, c'est pas le souci. Ce qu'on est juste en train de vous dire, c'est que avoir une politique économique franco-française ou une politique économique européenne, une franco-européenne, je ne sais pas comment il faut l'appeler, nous, ce qu'on demande avant tout, c'est qu'il y ait une véritable politique agricole en France et en Europe. Et ça, je suis désolé de vous le dire, bon, on a sûrement trop peu parlé, mais ce n'est pas uniquement le fait d'être dedans ou dans l'Europe ou en dehors de l'Europe qui réglera toutes nos problématiques. Enfin voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'avant tout, il faudra des choix et des décisions politiques
et en France, et aussi en Union européenne, à notre sens, qui permettront voilà, d'amener l'agriculture vers un nouveau cap. C'est uniquement ce que l'on dit. Enfin, voilà. Écoutez, on peut tomber d'accord là-dessus. Nous, ce que nous disons, c'est que actuellement, je vous accorde que l'appartenance de la France à l'Union européenne, ce n'est pas tous les problèmes, bien entendu. Il y en a d'autres. On n'a pas parlé de l'euro, on n'a pas parlé de l'OTAN, on n'a pas parlé de notre assujettissement, si on en a parlé au début, avec les mesures de rétorsion, avec l'embargo alimentaire qu'il peut y avoir. Je suis d'accord avec vous que tous les problèmes ne vont pas être réglés, comme c'est évident. On n'est pas un parti démagogue, on n'est pas un parti populiste, au contraire d'ailleurs. On sait qu'il y a une majorité de Français qui sont très réservés. Donc si on fait ça, c'est qu'on dit contre vents et marées, on explique aux Français ce qui se passe. Nous, ce que nous disons simplement, c'est que si on ne lève pas ce truc-là, il n'y a plus de politique nationale qui soit réellement envisageable. C'est ça la vérité. Vous avez d'ailleurs, regardez ce qui se passe dans l'Europe entière. Même il y a des pays qui font encore de la résistance, mais en fait on est sous un rouleau compresseur qui nous impose une politique que les Français ne veulent pas. On pourrait parler des OGM par exemple. Vous savez que sur les OGM par exemple, qu'on soit pour ou qu'on soit contre d'un point de vue philosophique ou scientifique, c'est une autre question. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a 80% des Français qui sont contre. Tous les sondages l'indiquent, les OGM. Bon. Très bien. Et qui a mis la première barrière? La France ou l'Europe? Ce que je dis, attendez. Qui a mis la première barrière sur les OGM? La France ou l'Europe? J'en sais rien, mais ce que je sais. C'est la France. Oui, mais oui, mais justement, voilà. Oui. Mais qui l'a levé? C'est l'Europe. C'est-à-dire que la France. Pardon? Non, mais pourquoi l'interdiction de production a d'abord été française et ensuite a été européenne. Oui, mais attendez, maintenant vous avez le nombre d'hectares cultivés en OGM augmente. Il y en a 22 000, d'après mes informations, il y en a 22 000 hectares maintenant cultivés en OGM. Or, ces trucs-là, vous savez que les députés, quand ils reviennent dans leur circonscription, ils se ramassent des tomates s'ils ont accepté. Donc, pendant plusieurs années, les députés français ont tardé à transposer en droit français les directives communautaires sur les OGM. Mais la Commission a fait son boulot, c'est-à-dire qu'elle a déféré la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des traités, et la France a été condamnée à transposer en droit français les directives OGM sous peine de 160 000 € de pénalité par jour de retard. Comme on avait plusieurs années de retard, ça nous a coûté une centaine de millions d'euros. Voilà, donc c'est ça que nous on dit, si vous voulez, c'est que les grands choix stratégiques sont décidés ailleurs. En fait, les Français, ils votent à droite, ils votent à gauche. C'est comme si vous montez dans un avion Paris-New York et qu'on vous demandait de voter pour le commandant de bord. Mais sachant que le plan de vol, il est établi pour Paris-New York. Ça n'a pas de sens. Nous, ce que l'on veut, c'est que lorsque les gens montent à bord d'un avion, enfin, avant de monter à bord dans l'avion, ils choisissent un billet pour New York, un billet pour Tokyo ou pour Rio. Voilà, c'est toute la différence. Très bien. Ok. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil. J'espère qu'on vous a prouvé d'une part que nous sommes des gens sérieux et que peut-être ça vous donnera envie d'aller vous renseigner un petit peu. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage quand même, parce qu'il faut avoir du courage en ce moment pour s'installer dans l'agriculture, je pense. Oui, je vous remercie. Franchement, bravo. Merci beaucoup. C'est peut-être 2% des Français qui nous connaissent et 1% des Français qui votent pour nous. Ça veut donc dire que la moitié des gens qui nous connaissent votent pour nous. Pourquoi ça? Parce que je ne suis pas passé dans les médias, dans les grands médias nationaux, ou à peine. J'ai été invité chez Ruquier ou chez Tadei, mais c'est tout. Notre mouvement politique propose depuis bientôt 9 ans de rassembler les Français de droite, du centre et de gauche pour sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro et sortir de l'OTAN. Alors évidemment, lorsqu'on dit ça, les gens tout de suite s'interrogent. Pourquoi sortir de l'Union européenne? N'est-ce pas extrémiste? Ne va-t-on pas couper la France du reste du monde? Est-ce que c'est bien raisonnable? Eh bien, nous expliquons que c'est très important, que sortir de l'Union européenne, ça n'a rien à voir avec l'extrémisme. Regardez, la Suisse, la Norvège ou l'Islande ne sont pas dans l'Union européenne. Non seulement ce ne sont pas des pays extrémistes, mais ce sont des pays beaucoup plus démocratiques que la France. Je rappelle que les Français ont voté non à 55% en 2005 à la Constitution européenne et qu'on a quand même obligé les Français à accepter ce texte qu'ils avaient rejeté par le traité de Lisbonne. Alors, nous avons des réponses à beaucoup de questions qui se posent et nous venons ici en délégation au Salon de l'Agriculture parce que la situation dans le monde de l'agriculture est catastrophique. Actuellement, il y a 40 à 60 000 exploitations agricoles qui risquent de déposer leur bilan dans les tout prochains mois. La crise est générale dans la filière lait, dans la filière élevage, dans la filière fruits et légumes, peut-être un petit peu moins et encore. Donc en fait, on a des très graves dysfonctionnements de la politique agricole commune et je suis venu voir, je viens tous les ans,
Je suis venu voir des agriculteurs, je me suis entretenu avec des syndicats professionnels, j'ai été interviewé sur TV Agri, où j'ai pu débattre avec un économiste, avec d'autres personnes. Voilà, nous expliquons aux agriculteurs qu'il faut absolument sortir de ce système. Le débat est en train de s'imposer au Royaume-Uni, en République tchèque. Maintenant, il faut qu'il s'impose en France et je pense que nous en sommes le meilleur vecteur. Je suis là pour répondre évidemment à toutes les questions, toutes les inquiétudes. Nous disons que l'inquiétude qu'il faut avoir, c'est si on reste dans l'Union européenne, parce qu'actuellement et au train où vont les choses, les contraintes européennes vont faire en sorte que nous sommes en choc frontal avec des pays à très très bas coût de salaire. On est en train de détruire toute l'agriculture, toute l'industrie française. Le monde du handicap et l'agriculture. Alors le monde du handicap et de l'agriculture, d'abord, en matière de handicap, notre mouvement politique a un programme général qui s'inspire de celui du Conseil national de la résistance. Et au moment des élections régionales, nous avions un volet spécialement dédié aux personnes handicapées. Parce que, bon, c'est une petite anecdote, mais je vous avoue que je me suis cassé la jambe l'année dernière. Je me suis retrouvé pendant plusieurs semaines en fauteuil roulant et j'ai d'un seul coup découvert, vous savez, quand on est valide, on n'a pas, c'est un sentiment que l'on comprend mal, mais d'un seul coup, lorsqu'on est en fauteuil roulant, d'un seul coup, on se rend compte à quel point c'est important qu'il y ait, que les services publics soient à la disposition des handicapés. Un simple pan incliné, par exemple, ça change la vie. Donc du coup, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur quelque chose que les personnes valides sentent moins peut-être que d'autres. Dans notre programme sur les régionales, on avait tout un volet là-dessus. On voulait notamment faire en sorte que tous les services publics, de façon accélérée, soient mis à la disposition des handicapés avec un accès particulier, et puis faire mieux respecter peut-être les lois qui favorisent l'emploi des handicaps dans la fonction publique, par exemple. Alors en matière d'agriculture, eh bien, c'est un véritable sujet. La filière agricole en ce moment est en déclin très rapide. Il y a de moins en moins de jeunes agriculteurs qui sont prêts à s'investir dans cette activité. Donc nous, ce que nous voulons, c'est essayer de développer une mise en relation entre des gens qui voudraient s'installer et puis les entreprises qui sont les entreprises agricoles qui cherchent preneurs. Il y a quelque chose comme 2 tiers à 3 quarts des exploitations agricoles actuellement qui ne trouvent pas preneurs. Dans ce contexte-là, il semble qu'il devrait y avoir une place pour les handicapés. Ça dépend évidemment du handicap, mais les handicapés ont toute leur place dans le monde agricole, si, bien entendu, ça les intéresse. Et je pense qu'il faudrait développer un petit peu, comme ça a été le cas dans la fonction publique, des emplois qui soient des emplois aidés dans le monde agricole. Ça serait la preuve d'une avancée de la civilisation, si je peux dire. Monsieur François, on vous remercie de votre accueil et de soutenir le monde du handicap et avec votre équipe. Et on vous souhaite une bonne continuation et un très bon combat. Merci beaucoup. Et que les personnes soient avec vous. Merci beaucoup. Et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous terminons donc la visite de ce salon de l'agriculture 2016. On peut dire que ça a été une journée fructueuse. Je fais cette conclusion devant ici ce volatile qui est une poule hollandaise, ça ne s'invente pas, qui a été primée par le président de la République avec, comme vous le voyez là, c'est une poule hollandaise noire à perruque blanche ou à peu près un peu sans faux. Je suppose que c'est ce qui a fait rigoler sans doute le président de la République de lui accorder le Grand Prix du président de la République. Il aurait peut-être aussi pu l'accorder à son voisin juste à côté, qui est un pigeon, et lui, c'est effectivement le symbole du peuple français qui est méprisé et qui est à côté de la poule hollandaise. Trêve de plaisanterie, ce salon de l'agriculture est un salon fructueux, parce que nous avons été reçus par plusieurs fédérations professionnelles tout à fait importantes. J'ai été reçu par la Fédération de l'industrie laitière, avec laquelle j'ai eu un entretien très intéressant avec son président, M. Roquefeuille. J'ai été reçu également par les jeunes agriculteurs, ce qui auparavant s'appelait le CNJA, et par son président, ainsi que par l'équipe de direction des jeunes agriculteurs. J'ai également tenté d'être reçu par la Confédération paysanne. On a eu d'ailleurs un dialogue sur le stand, mais le rendez-vous m'avait été refusé parce que, paraît-il, nous n'étions pas du même bord que la Confédération paysanne. D'ailleurs, ils ont refusé que la moindre photo soit prise. Pourtant, en discutant avec les gens derrière le comptoir, on s'est aperçu qu'ils étaient d'accord avec 80% de ce que nous disions. Et puis, bien entendu, j'ai participé à un débat tout à fait intéressant, bien que trop bref, sur TV Agri,
animé par le journaliste Jean-Paul Hébrard, qui avait fait venir un journaliste spécialiste de l'agriculture venant du Figaro, et qui avait également proposé à un agriculteur, à un économiste, à un professeur d'université, M. Philippe Chalmin, de venir. Et j'ai eu l'occasion, pour la première fois, d'avoir un petit débat avec M. Dupont-Aignan, où je pense d'ailleurs les personnes qui ont assisté au débat ont bien pu mesurer la différence tout à fait importante qu'il y a entre DLF et nous-mêmes, puisque M. Dupont-Aignan, en réalité, a toujours fait la même chose, c'est-à-dire critiquer vertement l'Europe, mais ne jamais proposer d'en sortir, mais une renégociation. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan? Moi, je tire comme bilan que, malheureusement, la situation du monde agricole ne cesse de se dégrader, et que désormais, ça prend des proportions très, très dramatiques. On estime qu'il y a 40 à 60 000 exploitations qui risquent de disparaître dans les prochains mois, en particulier dans la filière élevage, et ceci mène en fait des gens à des mouvements d'exaspération. Nous sommes aujourd'hui le premier jour d'ouverture du Salon de l'agriculture et il y a eu ce matin même, le président de la République est venu pour couronner la poule hollandaise, mais à part ça, il a été accueilli par des huées, des sifflets, et ça a d'ailleurs dégénéré puisque le stand du ministère de l'Agriculture, le stand qui était présent, a été dévasté, ce qui malheureusement n'a pas été le cas du stand de la Commission européenne. On l'a vu tout à l'heure dans les films que nous avons tournés. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est de constater qu'il me semble apparaître une différence de plus en plus marquante entre les élites dirigeantes du monde agricole, dans les syndicats professionnels, où en réalité le climat a vraiment changé. Je me rappelle, il y a 3 ans, quand j'avais voulu parler avec des responsables du Centre des jeunes agriculteurs, j'avais eu en fait une quasi fin de non-recevoir, c'est-à-dire « Vive l'Europe, nous sommes pour l'Europe, on ne vous écoute pas, monsieur ». La FNSEA, c'était à peu près du pareil au même. Cette fois-ci, la Fédération du lait, qui est rattachée à la FNSEA, a écouté avec beaucoup d'intérêt. Et puis les jeunes agriculteurs, on a eu droit quand même à un entretien de grande qualité, qui a duré assez longtemps, qu'on a d'ailleurs filmé, que vous pourrez voir. Et vous verrez que même si les élites dirigeantes, les cadres dirigeants des jeunes agriculteurs restent quand même sur l'idéologie européiste, on voit bien que de façon assez sensible, eh bien, les esprits évoluent. C'est-à-dire que désormais, l'idée que nous défendons, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, n'est plus considérée comme quelque chose d'absolument extravagant. C'est considéré comme, oui, mais quand même, est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes? Oui, mais quand même, il y aura encore d'autres problèmes mais si on est sorti de l'Union européenne. Oui, mais quand même, l'Europe, c'est la paix, etc. Mais, en définitive, les esprits évoluent de façon tout à fait satisfaisante. Alors tout ça, c'est très bien. Un point quand même un petit peu moins bien, c'est que ici ou là, on a pu discuter avec des gens dans le public. Il y a encore un immense effort de formation qui reste à faire chez les agriculteurs eux-mêmes, parce que beaucoup d'agriculteurs eux-mêmes sont victimes de la propagande ambiante, sont victimes, ils croient que grâce à l'Europe, ils ont des subventions. On ne leur explique pas que c'est l'argent des Français. Nous, on leur explique, mais les grands médias ne l'expliquent pas. Les agriculteurs ont tendance à croire que c'est encore de la faute du gouvernement français. Je ne dis pas que le gouvernement français n'a pas de responsabilité en la matière, mais ils ne vont pas au fond des choses et tout est fait pour que ça ne soit pas le cas. Donc il y a encore un gros effort de formation dans le monde agricole. Le monde agricole, malheureusement, n'est pas celui qui est nécessairement le plus sur Internet. Et donc on voit bien que des gens qui n'ont comme source d'information que les très grands médias, eh bien, ont quelques trains de retard sur l'évolution des esprits. Au total, une situation qui devient dramatique dans le monde agricole, premièrement. Deuxièmement, l'UPR qui est de plus en plus reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un grand mouvement politique. Ce n'est pas pour rien que désormais, c'est la première fois que j'ai été reçu par le président d'une filiale de la FNSEA, plus le président des jeunes agriculteurs et leurs collaborateurs, que j'ai eu un débat à haut niveau avec d'autres responsables sur TV Agri. Ce n'est pas la première fois, mais c'est une confirmation. Donc au total, un grand bond en avant encore une fois pour notre mouvement politique, et puis encore beaucoup de travail pour informer les agriculteurs français. Voilà.